Bonjour à tous à cette présentation qui sera composée de plusieurs épisodes dont l'objectif est d'interpréter l'ensemble des notions et spécificités traitant le sujet de l'épidémiologie et vous sera préparé pour suivre des enseignements spécialisés en épidémiologie et en santé publique pour réussir les examens et concours. Donc, surveillez les malades, menez les enquêtes en population pour identifier leurs causes, comportement, exposition, environnementale, facteurs génétiques, c'est le rôle de l'épidémiologie. Dans ce cours, vous enseigne les principes et méthodes. Ce cours débute par une présentation de l'historique de l'épidémiologie et la terminologie. Premièrement, l'historique. Il a fallu plusieurs siècles avant que l'épidémiologie se mette au service de toutes les branches de la médecine. Il s'est imposé comme aux auxiliaires incontournable de la réflexion et de l'exercice médical. Cette discipline quantitative souvent a vocation à étudier les causes possibles d'une maladie et pour mieux comprendre l'historique de l'épidémiologie, on va commencer par Hippocrate, environ 460 ans avant notre ère, qui était un médecin et philosophe grec considéré comme le père de la médecine moderne. L'histoire de l'épidémiologie commence généralement avec Hippocrate vers 400 avant notre ère, mais plus de 2000 ans sont ensuite sautés jusqu'à la naissance de l'épidémiologie moderne au XVIIe siècle avec les travaux de John Grant suivis par William Farr et John Snow au XIXe siècle. Cependant, notre époque d'Hippocrate est le XVIIe siècle, l'âge d'or islamique de la science s'est produit vers le 8e jusqu'à le 16e siècle de notre ère. Dans son livre des épidémies, Hippocrate a introduit que la maladie était liée à l'environnement externe et personnel de l'individu et aussi il a introduit que plusieurs concepts d'épidémiologie qui sont considérés comme les fondements de l'épidémiologie moderne. Sa thèse principale était que la causalité des maladies peuvent être attribuées au climat, aux variations saisonnières et à la localisation. Il a noté que les habitudes, les régimes et les activités personnelles sont tous des facteurs associés à l'apparition de maladies. Son livre comprenait une description du pronostic de la maladie de plusieurs patients. Il s'agit donc du premier travail d'épidémiologie à présenter des séries de cas, une conception moderne des études observationnelles. Maintenant, on va passer à John Grant, qui est né en 1626 et mort en 1674. C'est le premier qui a introduit les calculs des taux, bien sûr, et aussi a été le premier à remarquer que le nombre de naissances et de décès des hommes était supérieur à ceux des femmes, c'est-à-dire une prépondérance masculine parmi naissances et les décès. Il quantifia pour la première fois le taux de mortalité élevé chez les enfants, c'est-à-dire qu'il y a une importance de la mortalité infantile en notant que le tiers décédé avant l'âge de 5 ans. Elle est à l'origine de la première table de mortalité, d'où l'impact de la peste sur la population londonienne durant les années d'épidémie. Et maintenant, on va passer à William Farr, qui est un épidémiologiste britannique, né en 1807 et mort en 1883. Il était considéré comme l'un des fondateurs des statistiques médicales. Donc, en 1839, il a introduit les statistiques sanitaires du registre général en Angleterre. Aussi, il était responsable de la collecte des statistiques médicales officielles au pays de Galles. Sa contribution la plus importante fut la mise en place d'un système permettant d'enregistrer régulièrement les causes de décès. Par exemple, il a permis pour la première fois de comparer les taux de mortalité de différents professionnels, c'est-à-dire l'évaluation des problèmes de santé publique et aussi la comparaison des causes de décès entre groupes individus selon le sexe, l'âge
et la profession. Et William Farr aussi a pleinement coopéré aux efforts de Snow pour tester sa théorie, lui donnant des éléments non publiés des registres de décès. Donc on va passer aux expériences de Snow. John Snow, médecin anglais. Le choléra était un fléau mondial majeur au XIXe siècle avec de fréquentes épidémies à grande échelle dans les villes européennes, provenant principalement du sous-continent indien. Donc, John Snow a mené des enquêtes pionnières sur les épidémies de choléra en Angleterre et particulièrement à Londres en 1849 et 1854, avec l'étude de la mortalité, bien sûr, au cours duquel elle a démontré que l'eau contaminée était la principale source des épidémies. Son enquête approfondie sur une épidémie dans le quartier de Soho à Londres l'a conduit à la conclusion que l'eau contaminée de la pompe de Broad Street était à l'origine de la maladie. Donc, ces zones étaient desservies en eau potable par deux compagnies. Southwark, on va la représenter par la lettre S et Lambeth, on va la représenter par la lettre L. Les deux compagnies, Southwark et Lambeth, puisaient l'eau dans la portion basse de la Tamise en aval des égouts. Donc, le résultat, c'est la contamination. En 1854, Southwark n'avait pas changé de prise d'eau. Par contre, Lambeth avait déplacé sa prise d'eau en amont, loin des égouts. Les risques diminuent donc probablement. Southwark, par conséquent, va augmenter le risque de mortalité. Par contre, Lambeth va diminuer le risque de mortalité. Il a ensuite étudié le choléra dans des maisons londoniennes qui recevaient de l'eau, des systèmes d'approvisionnement contaminés par les eaux usées de la rivière Tamise, et cette démonstration a renforcé les objectifs du mouvement pour l'assainissement qui a développé des systèmes d'évacuation des eaux usées et des systèmes de purification de l'eau dans les villes et villages au cours des décennies suivantes, réduisant ainsi considérablement les menaces de choléra, de typhoïde et de nombreuses autres maladies d'origine hydrique. Et malgré les progrès réalisés à l'échelle mondiale, les problèmes de santé publique liés aux maladies d'origine hydrique, notamment le choléra, sont loin d'avoir disparu aujourd'hui. Donc, John Snow a commencé par formuler une hypothèse. Il existe une relation entre la mortalité par choléra et les sources d'eau utilisées. Puis il a vérifié cette hypothèse, sachant qu'il existe des zones étendues de la ville de Londres qui étaient desservies à la fois par les deux compagnies S et L, donc des zones mixtes M, avec une mortalité par choléra de fréquence moyenne. Donc il a pris 3 lots de maisons identiques dans les 3 zones. Il a pris 3 lots de maisons identiques dans les 3 zones S, Southwark, Lambeth, L et M, c'est-à-dire les zones mixtes desservies par les deux compagnies simultanément. Zone S, on a un taux de mortalité qui est élevé, c'est-à-dire 5 pour 1000 calculé par un nombre de décès de 844 par rapport à une population de 167 000. Pour la zone Lambeth, on a à peu près 20 000 personnes avec un taux diminué, c'est-à-dire le nombre de décès 18 et le taux est 0,9 pour 1000, bien sûr. Et pour la zone mixte, le nombre des décès est de 652 pour une population desservie de 300 000, donc un taux diminué de mortalité, c'est-à-dire 2,2 pour 1000 par rapport aux zones Southwark. Donc, pour conclure, le taux le plus élevé de mortalité par le choléra s'observe dans les quartiers desservis par la compagnie Southwark, à savoir la population qui utilise l'eau contaminée par les égouts. Le taux le plus faible s'observe dans les quartiers où la compagnie Lambeth avait changé de prise d'eau en amont, loin des égouts, et donc de la contamination. Troisièmement, il existe des quartiers mixtes qui utilisent l'eau distribuée par les deux compagnies, et donc
on a une fréquence moyenne des décès par choléra. Et on voit ici la pompe de Broad Street, le mémorial John Snow, Broadwick Street, c'est-à-dire l'ancienne Broad Street à Londres. En 1854, une épidémie de choléra toucha les habitants du district de Soho et ces preuves documentées suggèrent que l'eau contaminée de cette pompe était à l'origine de l'épidémie. Elle a provoqué le retrait de la poignée de l'épidémie, déjà en déclin en raison de départ des personnes de la région, a complètement cessé. Maintenant, on va passer aux épidémiologistes Richard Doll et Austin Bradford Hill, réputés et principaux auteurs des études longitudinales. Pour Richard Doll, qui était un ancien professeur de médecine à l'université d'Oxford, maintenant âgé 80 ans, et un pionnier en matière d'épidémiologie. Il est un des premiers chercheurs à avoir considéré le tabagisme et ses méfaits comme une épidémie majeure n'étant pas provoquée par un agent infectieux, mais plutôt par un comportement précis. Il a élaboré sa première étude en 1948 avec des prototypes des études cas témoins avec la comparaison entre 1500 cas et 1500 témoins de même âge et de même sexe, série appareillée. Les données ont été recueillies par le biais des questionnaires postaux envoyés à quelques reprises au fil des ans. Ils portaient entre autres sur le statut tabagique et l'état de santé des participants et aussi des témoins. Donc, la cause du décès des cas qui ont trépassé a également été répertoriée afin de déterminer si on pouvait l'attribuer au tabagisme. Donc, le tabac est le facteur principal associé à la survenue du cancer. De 1951 à 1954, la première étude longitudinale réalisée par Hill et Doll s'appuya en grande partie sur des registres existants, même s'il y a eu aussi, à partir de ces registres, un recueil spécifique d'informations dans le but de l'étude. Donc, à la fin de 1951, ils envoyèrent à 40 000 médecins britanniques volontaires du registre médical un questionnaire au sujet de leur pratique tabagique et ils suivaient dans le temps la survenue de la maladie en utilisant les certificats de décès des médecins généralistes fournis par le bureau du registre général des naissances et des décès. Il obtient 40 000 réponses à partir desquelles ils constituèrent différents groupes d'exposition, c'est-à-dire un groupe de non-fumeurs et 3 groupes de fumeurs en fonction de la quantité consommée par jour. Et dans les résultats préliminaires publiés en 1954, parmi 789 décès, 35 étaient associés au cancer du poumon. Bien que le nombre de décès fût encore petit, les taux de mortalité des différents groupes ajustés sur l'âge mettait en évidence une augmentation significative et continue des décès par cancer du poumon corrélée à l'augmentation de la consommation de tabac. Donc, Doll et Hill vont comparer la fréquence des cancers bronchopulmonaires entre fumeurs et non-fumeurs avec un lien de causalité tabac, cancer bronchopulmonaire, enfin retenu à l'issue de cette étude. Deuxièmement, la terminologie et quelques définitions. Et pour mieux comprendre la définition de l'épidémiologie, on va débuter par la plus reconnue, bien sûr, c'est la définition de McMahon. Donc, l'épidémiologie, c'est l'étude de la distribution et des déterminants de la fréquence des maladies chez l'homme. Troisièmement, l'épidémiologie est la science qui s'occupe de l'étude des causes et des facteurs qui influencent la propagation des épidémies. Suite ces 3 définitions populaires et reconnues dans le domaine sanitaire, on va dire que l'épidémiologie, simplement, c'est l'étude des rapports entre maladies et divers facteurs, c'est-à-dire les modes de vie, particularités, les individus, particularités individuelles qui peuvent influer sur la fréquence ou l'évolution de cette maladie. Donc, à ne pas confondre le concept d'épidémiologie avec le concept d'épidémie. Parce que le concept d'épidémiologie
est différent de celui d'épidémie et comme définition, l'épidémie se définit en général comme l'apparition dans une communauté ou une région de cas de maladie en excès par rapport à la situation habituelle. Donc, c'est un développement et propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Par contre, l'épidémiologie a souvent un caractère quantitatif, c'est-à-dire les étudiants en sciences médicales, en sociologie de la santé et en psychologie clinique ne peuvent se familiariser avec la littérature médicale scientifique que celles font l'effort d'assimiler les concepts de base de l'épidémiologie. Parce que l'épidémiologie, il vise à décrire l'état sanitaire d'une population quantifiant l'importance des problèmes de santé. Donc, et maintenant, on va passer à la terminologie épidémiologique par l'explication de l'endémie, pandémie, épidémie et cas sporadiques. Donc, si on observe cette présentation ou cette illustration ici d'une maladie épidémique, on constate une variation entre l'apparition de la maladie dans des zones touchées qui sera soit limitée, par exemple endémique, ou très étendue, par exemple pandémique. Aussi, une variation pas seulement spatiale, c'est-à-dire aussi dans le temps, qui sera soit permanente ou ponctuelle. Donc, pour mieux expliquer ça, on va donner des définitions. Donc, pour l'épidémie, c'est la survenue d'un nombre de cas en excès par rapport à ce qui est habituellement attendu dans une région, chez une population et à un moment déterminé. Donc, c'est le phénomène de masse limité dans le temps et limité dans l'espace. Et par contre, la pandémie, qui est aussi un phénomène de masse limité dans le temps, mais c'est ça la différence entre épidémie et pandémie. Ce phénomène de masse n'est pas limité dans l'espace. Par contre, l'épidémie, elle est limitée dans l'espace. Donc, s'il n'est pas limité dans l'espace, la présence de l'épidémie, il touche une très grande région qui dépasse un continent et touchant généralement une grande partie de la population. Par contre, l'épidémie, il touche un nombre de cas seulement dans une région déterminée et on a une fréquence inhabituelle de la survenue des nouveaux cas. Pour l'endémie, c'est l'existence en permanence d'une maladie. Donc, on n'a pas le caractère d'une augmentation inhabituelle des nouveaux cas. Donc, ici, on a la permanence ou la continuité de l'apparition des cas dans une région donnée ou chez une population déterminée. Donc, c'est un phénomène de masse illimité dans le temps est limité dans l'espace. Pour les exemples de ces maladies, pour l'épidémie, on a la piste. Pour exemple d'une pandémie, on a le virus H1N1, Covid-19, SRAS. Et pour l'endémie, on a les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies non transmissibles et chroniques, les malnutritions, paludisme, trachome. Et maintenant, on va passer aux définitions des cas sporadiques, c'est-à-dire l'apparition d'un nombre de cas d'une même maladie de temps à autre, c'est-à-dire des cas isolés sans aucune association. Donc, on n'a pas de liaison entre les cas et aussi ces cas sporadiques qualifier ce qui touche seulement les individus au sein d'une population, cas par cas, sans qu'il se forme une chaîne de transmission continue. Donc, pour l'épidémie, il est limité dans le temps et limité dans l'espace. Pandémie, limité dans le temps mais illimité dans l'espace. Endémie, illimité dans le temps et limité dans l'espace. Et pour compléter les définitions liées aux épidémiologies, on va définir les problèmes de santé et les populations humaines. Pour les problèmes de santé, ils peuvent correspondre à des maladies infectieuses ou non, aiguës ou chroniques, des handicaps, des traumatismes, des suicides, des indicateurs cliniques, tension artérielle, poids, ou des indicateurs biologiques, hémoglobinurie, cholestérolémie. Et pour les populations humaines, l'épidémiologie s'intéresse au groupe et non à l'individu. C'est une grande différence par rapport à la médecine clinique. Ces populations sont définies d'après un critère géographique, temporel, socio-démographique.
Donc, il est important de faire la différence entre un clinicien et un épidémiologiste. Pour le clinicien, il s'intéresse à la maladie et s'occupe d'une seule personne à la fois, c'est-à-dire individu est égal à patient. Il obtient l'histoire médicale, l'anamnèse du patient, il effectue un diagnostic clinique, diagnostic de laboratoire de la maladie. Aussi, il assure une prise en charge adéquate avec des diagnostics, des soins. Aussi, il recommande une prise en charge thérapeutique spécifique à son patient avec un traitement. Pour l'épidémiologiste, il s'intéresse à la santé et il s'occupe d'un groupe d'individus de la population, c'est-à-dire la collectivité. Il effectue des statistiques sociodémographiques, des enquêtes épidémiologiques. Aussi, il participe à l'élaboration d'un diagnostic communautaire, diagnostic épidémiologique et de laboratoire des problèmes de santé. Il contribue à la distribution, à l'identification des distributions et déterminants des problèmes de santé dans la population. Il recommande une méthode de prévention et ou de lutte contre les maladies auprès de la population à l'aide des programmes de santé. C'est-à-dire, le clinicien, il s'intéresse aux médecines cliniques, l'épidémiologiste s'intéresse à la santé publique. Les deux, ils contribuent à l'amélioration de la santé de la population et des individus à l'aide des approches systémiques, simulation de crise, études épidémiologiques, données statistiques pour l'épidémiologiste et aussi dossier médical, données cliniques, prise en charge thérapeutique pour le clinicien. Et il est très important de comprendre la notion de fréquence parce que c'est la quantification de la survenue ou de l'existence du phénomène de santé dans la population avec des mesures de la maladie, des décès, des handicaps à l'aide des indicateurs de santé et on va bien expliquer ça après. Aussi, la fréquence, elle est essentielle pour faire des comparaisons et pour la recherche étiologique ainsi que le développement des stratégies de prévention et de contrôle. Pour la distribution épidémiologique, il est primordial pour répondre au raisonnement épidémiologique, aux questions essentielles liées au raisonnement épidémiologique, c'est-à-dire qui fait la maladie, où survient la maladie, quand survient la maladie. Donc la distribution de la fréquence des problèmes, de sa variation en fonction de différents paramètres, temps, espace, caractéristiques socio-démographiques. Pour les déterminants, il permet de répondre aux questions pourquoi, c'est-à-dire les déterminants selon les cas, il s'agit des facteurs environnementaux, agents physiques, température, radiation, bruit, agents chimiques, polluants de l'air, de l'eau, agents biologiques, génétiques, microbiologiques liés aux habitudes de vie, vie professionnelle, alimentaire, alcool, tabac. Et tous ces trois composants, ils vont contribuer à donner des types d'études, c'est-à-dire soit l'étude épidémiologique descriptive ou explicative ou évaluative, dont l'objectif est d'identifier les problèmes de santé ou de reconnaître leurs causes ou évaluer les solutions apportées à ces problèmes, c'est-à-dire les actions de santé.